Alors, ceci étant dit, moi je suis tout à fait en accord avec la définition proposée par M. Peña-Ruiz, que je ne connaissais pas. J'ai entendu d'autres définitions, j'ai lu bien sûr d'autres définitions. Pas tant à cause de sa référence à l'origine étymologique grecque du terme, mais à cause de sa parfaite, je dirais, cohérence avec la genèse du phénomène, je dirais, moderne de la laïcité, qui a pas mal pris naissance, on peut le dire, en France, au terme de 20-25 années je dirais, de combat social, de combat des idées, de débat en France, en 1905, avec la loi de l'Aristide Briand. Comment le définit monsieur Ruiz? Il parle d'un triptyque ou d'un trépied, 3 volets qui sont indissociables. D'abord, la liberté de conscience, dans cet ordre qu'il a mentionné. Ensuite, l'égalité en droit de tous les citoyens. Et troisièmement, l'indépendance, l'étanchéité entre le pouvoir, entre l'État, on parle bien de l'État, non pas de ses institutions, de toutes ses institutions ou de son personnel, mais de l'État et des églises, du pouvoir, donc de l'indépendance, de la séparation nette entre le pouvoir étatique et l'influence de différentes églises ou courants religieux. Ces éléments-là, à mon avis, c'est important de les prendre sous l'angle de leur indivisibilité. On peut ensuite, bien sûr, vouloir accentuer, favoriser une dimension par rapport à un autre, dépendamment des contextes historiques, mettre l'accent sur l'importance de relever, affermir un de ces 3 pieds-là. Mais si on prend cette définition, et si on prend l'expérience historique de la France, qui a débouché sur la première loi de la laïcité en 1905, on s'aperçoit que là, comme d'ailleurs dans l'explication qu'on a donnée Lamonde plus tard, la question de l'intégration est centrale au processus. Donc en France, la laïcité a été introduite, c'était pas pour exclure, c'était pour inclure les protestants qui étaient systématiquement discriminés dans la fonction publique et dans le réseau scolaire, dans l'accession à des postes, par exemple, dans le réseau scolaire notamment. Et j'ai retenu, ça m'a amusé, pour renforcer ce message de l'importance que la laïcité, dans cet esprit d'unifier, de permettre de créer les conditions objectives pour qu'un peuple puisse dégager des bases de vivre ensemble qui permettent une plus grande unicité, Laos, en dépit de la diversité des opinions, des couleurs, des origines, etc., nécessite de mettre beaucoup l'accent sur l'intégration. Lamonde disait que lorsque il y a eu le débat alentour de la bibliothèque de l'Institut canadien, je ne sais plus qui, je pense M. Lacoste ou un autre acteur de la chose, ont rappelé aux dirigeants religieux de dire, écoutez là, il n'est pas question de faire de cet institut un institut catholique, il faut s'entendre là qu'on le fait pour inclure les protestants. Donc dans le processus, dans la vision de Lamonde et dans l'historique même au Québec, le processus de laïcisation veut dire qu'il faut mettre fin à l'exclusivité de la présence dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de débat public, uniquement de gens qui étaient d'une orientation confessionnelle. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'assurer la neutralité de l'État et son indépendance dans ses choix, mais pas pour exclure les gens qui sont d'une confession ou d'une autre, ou athées ou agnostiques, mais plutôt pour permettre, en toute égalité à tout le monde, de participer et de jouir de tous les droits qui doivent accompagner la participation dans la vie démocratique, dans la vie en la cité. Ça, c'est cet élément-là. Donc, pour conclure l'autre question, est-ce qu'on est favorable ou non à l'affirmation par l'État québécois que l'État québécois doit être un État laïque et une affirmation forte? Oui, Québec solidaire, je vous le rappelle, il n'y a pas question ici de se faire nécessairement concurrence, mais la réalité est que le premier parti, qui après la commission Bouchard-Taylor a demandé publiquement et est revenu à la charge régulièrement pour dire qu'il faut absolument une charte de la laïcité au Québec, le premier parti à la proposer, c'est Québec solidaire. Donc, là où on ne s'entend pas, c'est comment cette charte doit maintenant atterrir dans le terrain pour s'assurer que ce faisant, on intègre et on ne déconstruit pas l'objectif ultime, Laos, l'unicité, l'objectif ultime de ce processus tel que défini étymologiquement par Ruiz
c'est-à-dire de créer les conditions objectives d'une plus grande unité à travers l'intégration citoyenne. D'abord, une bonne nouvelle dans le fait qu'il y a une association des Nord-Africains pour la laïcité. Il y en a une autre, l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité. Donc, il y a déjà au Québec, pour accompagner le mouvement laïque québécois, 2 autres organismes qui, dans la foulée de ce débat, ont senti le besoin de se mettre ensemble et de labourer le terrain. Et si on regarde l'évolution de l'opinion publique au Québec, si on met de côté le projet spécifique du Parti québécois ou le projet spécifique de Québec solidaire, et on demande aux gens en général s'ils sont en faveur d'une réaffirmation de la laïcité de l'État québécois et d'une charte des valeurs pour la laïcité, on a une écrasante majorité. S'il y a actuellement une division, si le projet de charte du Parti québécois ne suscite pas l'adhésion de tous ces gens-là, c'est parce qu'on ne s'entend pas sur le détail. Comment faire atterrir ça pour ne pas être contre-productif, pour ne pas, en partant d'une bonne intention, on obtienne le contraire. Or, qu'est-ce que dit M. Wadjia? Je ne suis pas décevant. D'abord, le Québec ne connaîtra pas de libanisation. S'il y a quelque chose, le Québec pourrait connaître une sarkoïsation. Comme le Canada est en train de connaître une américanisation du fait religieux et de l'éruption du fait religieux dans toutes les sphères des décisions politiques et gouvernementales. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec M. Wadjia. La venue ici part d'une émancipation. Ce n'est pas uniquement une immigration culturelle. On sait bien qu'il y a beaucoup d'immigration économique, il y a des réfugiés politiques qui partent pour des raisons politiques. Mais dans tout ça, même dans les religieux fondamentalistes qui viennent ici, il y a une quête d'émancipation. En fait, eux autres, ils veulent avoir le plus d'espace possible pour jouir de toutes les libertés, pour aller au bout de leur logique d'intégrisme et de repli identitaire. Donc, c'est là la question. Il faut tenir compte donc, de cette donnée fondamentale qu'il doit y avoir un processus, il y a un désir d'émancipation chez une très grande majorité qui ne sont pas des fondamentalistes et des traditionnalistes. Donc, comment tenir compte de ça et bâtir ensemble pour des ponts, pour une meilleure intégration? Et moi, je suis obligé de partir de mon expérience et de mettre en garde aussi contre les dérives qu'on voit ailleurs. D'abord, la pratique française. J'aimerais ça, s'il y a une autre lecture de ça, qu'on me corrige. Mais si on regarde l'expérience récente de la France depuis 2002, ensuite la loi de 2004, puis tous les débats qu'on a eu alentour de ça, j'aimerais qu'on me dise, est-ce que ça a avancé la France en quelque chose pour réduire l'emprise du communautarisme sectaire, religieux, islamique sur les franges de la population marginalisées en France par les inégalités sociales. Est-ce que ça a aidé à quelque chose? Moi, quand je regarde, et pour le débat, on s'est, en toute ouverture d'esprit, on a essayé de regarder, on a essayé de voir. Malheureusement, il n'y a pas vraiment une évolution favorable. S'il y a quelque chose, il y a une crispation, une plus grande, je dirais, emprise de ces pouvoirs-là, et plus de prétexte de part et d'autre d'ailleurs, mais surtout de la part des fondamentalistes, de ceux qui veulent voir le communautarisme se propager, ils ont beaucoup plus maintenant d'occasions, de prétextes pour propager des discours sectaires, même des discours de haine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais vous donner 2 exemples et vous soumettre simplement à votre réflexion. Je ne dis pas qu'on peut en conclure quelque chose sur le port des signes religieux au Québec. La transposition n'est pas immédiate. Mais je pense que ça mérite attention. 2 exemples qui sont l'un le miroir de l'autre. En Turquie, à partir du début des années 20, sous Kemal Atatürk, un régime autoritaire qui a apporté quand même de grandes réformes de nature économique et sociale, notamment dans la défense de l'émancipation et du droit politique des femmes. On a imposé une conception de la laïcité relativement stricte, qui allait jusqu'à même exclure la présence sur le campus de l'université de toute personne portant le voile, etc. 80-90 ans après ces pratiques, pour différentes raisons qui seraient longs à élaborer, mais on pourrait y revenir. Aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, une majorité de Turcs qui habitent dans les zones urbaines actuellement. En Iran comme en Turquie, la majorité de la population habite désormais en zone urbaine. Et ceux qui ont été questionnés dans les zones urbaines, une majorité d'entre elles, malheureusement, si on leur laissait le choix, porteraient le voile.
je vous appelle donc à réfléchir à ça. Je dirais le contexte miroir. Dans chacun, on peut apporter des nuances, mais il y a quand même là des phénomènes, je dirais, structurants et structurels sur lesquels il faut réfléchir. En Iran, c'est le contraire. Depuis la venue au pouvoir, il y a 30 ans, 33 ans maintenant, du pouvoir religieux, fondamentaliste, théocratique des mollahs, on a imposé le port du voile à peu près dans n'importe quel espace, y compris l'espace public. D'accord? On le force. Qu'est-ce qui est arrivé? D'ailleurs, vous le voyez dans tous les reportages en Iran, à la première occasion, les femmes vont essayer de se dévoiler ou montrer, en fait, de défier cette loi. Et dans les sondages non officiels qui ont été menés, ça, ce n'est pas des sondages publics, mais c'est des sondages de groupes féministes ou de groupes de recherche. Plus de 65% des femmes qui vivent aussi en zone urbaine, aujourd'hui, à la première occasion, vont enlever le voile. Ce à quoi je veux en venir, c'est que l'émancipation, qu'elle soit pour les femmes ou pour les collectivités, pour les individus religieux, non religieux, l'émancipation, malheureusement, échappe à la coercition. L'émancipation, par définition, est un processus dans lequel la volonté, la participation de la personne est archi importante. Donc, si on veut obtenir, si dans l'idée qu'un meilleur vivre doit se faire dans le cadre on ne part pas de zéro là, on n'est pas neutre, je suis d'accord avec Jamila, il y a un certain nombre de valeurs qu'on partage, des valeurs citoyennes, des valeurs que le Québec a dégagées dans ses nombreuses luttes. Mais pour les partager, pour mieux les intégrer, est-ce qu'on doit le faire par la coercition ou on doit le faire en étant plus fort que les intégristes, en exerçant plus de séduction, plus de pouvoir d'attraction que les communautaristes. Et là, il faut partir de force et non pas être intimidé et se sentir dans une position de faiblesse. La peur est une position de faiblesse. Moi, je prétends que l'État québécois, la société québécoise, le mouvement laïque québécois, comme tous les acteurs de la société, ont une responsabilité, au-delà de la laïcité de l'État. On a une responsabilité pour investir le champ de la participation et de l'intégration. Ça veut dire une lutte sans merci à la pauvreté, à l'exclusion. Pourquoi est-ce que les communautés nord-africaines qui ont un niveau d'éducation, de scolarisation plus élevé que la moyenne au Québec, pourquoi est-ce qu'il y a près de 30% de chômage? Pourquoi est-ce que dans le taxi, il y a un an, je rencontre quelqu'un qui a étudié ici même à l'Université de Laval, tous les gens de sa promotion ont trouvé des emplois, sauf lui et un copain qui, comme lui, c'était en agronomie. La semaine dernière, vous avez lu peut-être l'article de la presse ce matin, lorsqu'il y a eu l'escarmouche et tout ça, entre moi et des fondamentalistes, des jeunes fondamentalistes musulmans, dans le quartier, dans le Petit Maghreb. Mais dans un café, lorsqu'on a parlé à des gens, à des jeunes, il y en a deux qui avaient été formés, tous les deux à Polytechnique, qui avaient eu leur formation ici. L'un est chauffeur de taxi, l'autre soude, fait de la soudure dans une petite entreprise manufacturière. Donc, on a des problèmes réels. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aborde pas ça avec ouverture d'esprit, avec courage, on crée un terreau fertile, quelles que soient les lois qu'on impose, quelles que soient les exclusions. En fait, on va aggraver ça. Si on ne fait pas attention à ça, on va créer un terreau fertile sur lequel le fondamentalisme et la religion, le communautarisme va progresser, va prospérer et non pas reculer. J'aimerais poser une question à M. Kadir, mais avant, j'aimerais dire que, en tout cas, je constatais que M. Kadir et Québec solidaire accordent beaucoup plus accordent la priorité aux victimes, les personnes qui se disent victimes, que si elles vont perdre leur emploi si on leur impose de retirer leur voile pour travailler dans la fonction publique. Je considère que j'ai entendu beaucoup plus décrier ce type de victimes que les femmes qui sont obligées, forcées par des pressions communautaires, religieuses, familiales, de porter le voile. Alors, ma question donc, avec une telle priorité dans leur discours, dans leur charte et autres, comment M. Kadir et Québec solidaire comptent faire, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour être solidaires avec les femmes d'ici qui sont prises avec des pressions communautaires très grandes? Pas juste de discours, mais concrètement, je ne l'ai pas vu. Écoutez, on est dans le débat lancé par le Parti québécois sur la formulation d'une charte. Je vous renvoie la question. La charte qui est proposée ou le débat qui nous anime actuellement, la charte que veut imposer le Parti québécois ne réglera pas plus le problème, je dirais l'aide nécessaire à tous celles qui subissent
l'effet du patriarcat dans leur rapport communautaire, dans leur rapport familial. Hein, on n'apporte aucune solution. Les solutions, à notre point de vue, c'est l'intégration dans la société à travers les mécanismes habituels de socialisation et d'émancipation collective. C'est-à-dire que quand on veut obtenir comme résultat que les femmes, comme n'importe qui est marginalisé, sortent de son état de marginalisation ou des discriminations qu'elle subit, ce n'est pas en le reléguant ou en lui enlevant des droits ou en lui privant la possibilité d'avoir des revenus autonomes qu'on va l'aider. Ça ne veut pas dire que ça doit être le seul élément qui détermine nos choix, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas faire l'économie de cette réflexion, puis juste pour nous satisfaire nous-mêmes parce qu'on est contre. Hein, vous savez que je suis contre le voile. Je subis d'innombrables invectives venant des communautés religieuses organisées et des fondamentalistes ici même au Québec pour l'expression de mon opinion sans gêne sur ce que représente le voile. Mais une fois dit, on ne peut pas se limiter là. Si on pense à la laïcisation de l'État, tout de suite après, la question, c'est la sécularisation de la société. Parce que le projet de la charte, mettons, du Parti québécois, à la limite, c'est la laïcisation, mettons, des institutions publiques et de l'État. Mais ensuite, ces femmes qu'on aura reléguées, il y en a d'autres, de toute façon, il y en a qui vont mettre simplement une tuque et qui vont entrer travailler, heureusement. J'espère qu'elles auront cette intelligence, qu'elles ne se priveront pas d'un emploi juste parce qu'on va les empêcher d'y aller avec un hijab. Ils mettront d'autres choses pour cacher leurs cheveux, ce ne sera pas ostentatoire et un signe religieux. Mais au-delà de ça, il y en aura d'autres. Et surtout, le message qu'on envoie, c'est un message de discrimination. On a mis à l'index, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Qu'est-ce que ça veut dire, chou? Mais regardez, je ne dis pas que c'est vous qui l'avez fait, mais la réalité, si on est sérieux, la réalité du débat, c'est qu'on a stigmatisé les femmes voilées. Elles sont devenues le symbole même, l'enjeu principal du débat depuis 3 mois. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille, c'est ça qui est arrivé. Et le message que cet envoie, c'est que ça donne aux communautaristes, aux fondamentalistes, à ceux qui sont sur le terreau de la chasse à l'intelligence et au cœur de ceux qui sont l'enjeu du débat, ça donne des forces, ça donne des prétextes et ça alimente le discours de haine et le discours sectaire. Ça, on n'en a pas besoin si on veut régler ces problèmes.